Excellences, membres du comité, Mesdames et Messieurs, nous allons continuer notre séance d'aujourd'hui pour l'examen du rapport soumis par le Gabon conformément à l'article 29, paragraphe 1 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Maintenant, je vais donner la parole à Madame l'ambassadeur, Son Excellence, pour donner quelques explications liées avec les questions posées hier par les rapporteurs et les membres du comité. Votre Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les membres du comité, je voudrais d'abord présenter les excuses de ma délégation, réduite à 2 personnes, comme vous le voyez ici, pour ne pas avoir été ici à l'heure prévue. Cela est dû au fait que nous tentons toujours désespérément de joindre nos experts de la capitale et que la communication est très difficile. Ceci étant, pas pour faire une longue déclaration comme hier, mais dans mon propos introductif hier, je disais que, en fait, parler des disparitions forcées au Gabon, c'est vraiment en termes de prévention. Parce que jusqu'à présent, aucun service de l'État n'a été saisi de ces questions-là, officiellement. On n'en a jamais été saisi. Et donc le Gabon coopère avec le comité dans le cadre de la prévention. Hier, j'avais parlé d'une double déception. Aujourd'hui, on peut parler d'une triple déception, puisque d'abord, les réponses aux listes de questions qui ont été envoyées il y a plusieurs mois, il y a 6 mois, font seulement 3 pages. Vous avez trouvé qu'on était sévère en étant critique à l'égard des réponses, mais certaines réponses font 2 lignes et il y a beaucoup de questions qui sont mises de côté sous le tapis. Deuxième déception, c'est que le gros de la délégation a été empêché. Je comprends que les circonstances actuelles sont peut-être un peu compliquées au Gabon et vous assurer ce qu'on pourrait appeler le service minimum. Et je voudrais vraiment saluer votre disponibilité, votre bravitude, comme on dit aujourd'hui en français, et votre diplomatie pour être là et pour assumer encore une fois. Et votre présentation a donné des éléments qui sont utiles. Mais en même temps, troisième élément de déception, c'est que c'était une chance, j'allais dire la dernière chance, non, l'avant-dernière chance d'avoir des renseignements techniques précis, de droit et de fait sur la situation au Gabon pendant cette pause de la nuit. Et c'est assez incompréhensible cette situation, puisque c'est un petit peu la politique de l'autruche, en essayant d'esquiver le dialogue qui, encore une fois, dans notre esprit, est un dialogue constructif, un dialogue positif. Ce que je voudrais souligner, c'est que les faits sont là, et les faits sont têtus. Et encore une fois, première remarque générale, c'est que le Gabon a ratifié la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et donc le Gabon est pleinement engagé et pleinement responsable. Le rapport a été remis en 2015, ce qui implique, avec ce délai de 2 ans qui est passé depuis, la nécessité de précision sur les réformes annoncées et la nécessité de mise à jour sur les événements survenus depuis lors, notamment les troubles post-électoraux avec le 31 août 2016 et ce qui s'en est suivi. Donc je comprends la volonté de tourner la page que vous avez manifestée oralement hier et encore ce matin, mais comme le disait Louis Joinet, le rapporteur spécial sur l'impunité, pour tourner la page, encore faut-il avoir lu la page et l'exigence de justice et de vérité reste fondamentale. C'est dire que nous attendons toujours des réponses claires à des questions précises. Vous
Vous avez évoqué en termes abstraits la coopération avec la Cour pénale internationale, ce qui est très bien, mais à mon avis, il reste une contradiction fondamentale. Il est difficile de dire d'un côté circuler, il n'y a rien à voir, et en même temps de saisir la Cour pénale, ce qui implique qu'il y a des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Une équipe du procureur est venue à Libreville en juin dernier. Il y a eu des plaintes déposées par un collectif de victimes de la crise post-électorale. Donc il y a toute une série d'éléments du dossier qui complètent la saisine de la Cour qui est sur le site de la Cour pénale avec la lettre et l'additif fait par le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains de l'époque. Donc le dossier s'élargit. Mais là encore, je voudrais insister beaucoup sur le fait que le champ de la Convention sur les disparitions forcées est beaucoup plus large que la Cour pénale qui, ultimement, peut se prononcer qu'en donnant des sanctions pénales aux responsables, aux principaux responsables. La Convention, d'abord, a une échelle beaucoup plus large de crimes qui sont envisagés que les crimes contre l'humanité. Et puis, elle a cette gamme de mesures de prévention, de protection, d'alerte rapide et de réparation. Je voudrais insister sur notamment un article qui est fondamental dans la Convention. Tous les articles sont importants, évidemment, mais un article qui est fondamental, c'est l'article 12. Tout État partie assure à quiconque alléguant qu'une personne a été victime d'une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l'allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi de tous ceux qui participent à l'enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée. Article 12, paragraphe 2. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne était victime d'une disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1er ouvrent une enquête, même si aucune plainte n'a été officiellement déposée. Donc vous avez deux grandes hypothèses, des plaintes et puis une enquête ex officio. Dans les réponses aux listes de questions, le Gabon dit, paragraphe 6, sauf omission, aucune allégation de disparition forcée au sens de l'article 1er n'a été portée à la connaissance de la justice. Paragraphe 8, aucune plainte à ce jour n'a été déposée concernant une disparition forcée au sens de l'article 2 de la Convention. Il en est de même pour les cas de plainte liés à la traite des êtres humains pouvant relever les articles 2 et 3 de la Convention. Paragraphe 20, lors des troubles du 31 août, aucune disparition ou plainte n'a été portée à la connaissance des autorités judiciaires ou de police de façon à prendre des mesures pour retrouver les personnes disparues après les émeutes qui ont suivi l'élection présidentielle. Vous-même, vous avez redit que les disparitions forcées, c'est un phénomène virtuel ou quelque chose qui n'existe pas au Gabon. En même temps, il y a des allégations nombreuses et il suffit de regarder sur Internet pour voir un communiqué qui date de septembre 2016 disant selon les acteurs de la plateforme nationale de la société civile gabonaise, le pouvoir tait volontairement le nombre exact de morts de la crise post-électorale. Cette volonté manifeste passerait, selon eux, par l'usage de fosses communes, de chambres frigorifiques et par l'héliportage de corps au-dessus de la mer en vue d'y être balancés dans des zones supposées abriter des requins pour que des cadavres ne reviennent pas sur les plages. On dit également, c'est une ONG qui parle, si nous avons une estimation de morts de victimes, je pense que nous ne pouvons pas nous précipiter aujourd'hui de publier des chiffres, tout simplement parce que le gros du travail reste à faire au niveau des pompes funèbres. Nous savons que des corps ont été déposés
la nuit de l'assaut du quartier général, à l'infirmerie de la garde républicaine, et de là-bas, les cadavres ont été déplacés vers une maison de pompe funèbre. Donc on pourrait continuer, mais il y a toute une série d'indices et d'allégations qui sont graves. C'est évidemment pas à nous de dire à ce stade si elles sont avérées ou fausses, mais en tout cas qui nécessitent une enquête. Même si il n'y a pas eu de plainte enregistrée, ça serait un phénomène qu'il faudrait expliquer. Est-ce que c'est un manque de confiance en la justice, un manque de connaissance des mécanismes des garanties judiciaires? Est-ce que c'est la crainte de pression? Mais il devrait y avoir des enquêtes ex officio. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes internes? Et plus concrètement, qu'en est-il des garanties spécifiques de la Convention qui concerne plus généralement l'habeas corpus, sur lequel je reviendrai peut-être, et mon collègue aussi. La nuit du 23 septembre, la réélection d'Ali Bongo est validée par la Cour constitutionnelle. La ville est quadrillée par les forces de l'ordre. Aucun débordement, aucune festivité ne sont observées. Cette décision laisse la communauté internationale perplexe, à commencer par la France. La France constate que l'examen des recours n'a pas permis de lever tous les doutes. Des doutes qui se sont installés dès le 31 août avec la proclamation des résultats. Une partie de la population crie à la fraude. Dans la capitale, l'Assemblée nationale brûle. Des commerces sont pillés, Libreville s'embrase. La police réplique et lance l'assaut sur le QG de l'opposition. Bilan officiel des violences post-électorales, 4 morts, mais plusieurs dizaines selon les opposants. Des arrestations, mais aussi des disparitions. Nous avons enquêté dans la capitale gabonaise. Nous sommes dans une morgue de Libreville, une morgue privée où les employés acceptent de nous parler. C'est bien ici. Ça, c'est celui du 12. 12. Et K12. C'est celui-là, le 5e. Mort par balle. Il est là. 5 corps déposés après l'annonce des résultats. Déjà un de plus que le bilan officiel. Alors en tout, vous en avez combien? 5 ici. Mais là, 5 ici et 2 là. Non, le total. Dans les 3 registres, ça fait 5. Selon eux, certains cadavres ont été déposés par l'armée. Seule certitude, ils sont morts par balle. De l'autre côté de la ville, Kassebga, la plus grande morgue du pays. Plusieurs tentatives, impossible de rentrer. Vous revenez lundi, s'il vous plaît. Des portes qui restent même fermées à certaines familles de victimes, comme celle de Daniel. Selon elle, la vérité est dissimulée. On veut vérifier. Ils cachent ça alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? Peut-être qu'ils veulent cacher le fait qu'on l'a tiré dessus. Peut-être cacher cela, que ça ne fasse pas le bruit. Son frère a été tué 3 jours après l'annonce des résultats, bien après les violences. Elle affirme que ce sont les policiers qui l'ont abattu. Il prenait un pot avec ses amis, il était en famille. Ensuite, il y a eu des policiers qui sont arrivés. Ensuite, on l'a tiré dessus. Et la police n'était pas arrêtée, ils ont continué leur route. Elle nous décrit des pick-up blancs, des policiers cagoulés, comme cela, filmés un autre jour. Des patrouilles qui terrifient les quartiers. 4 arrondissements plus loin, c'est la même histoire. Quand j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un allongé par terre. Le cadavre était carrément en face de ma maison. C'est là où j'ai vraiment paniqué, que donc c'est vraiment du sérieux. Marguerite parle de son voisin. Encore un tir policier selon les témoins. Un choc pour cette Gabonaise de 29 ans. Et le soir même, c'est son frère qui ne rentre pas. Il s'appelle Mwanedjo Franck Joseph. Et il a disparu, ça fait depuis une semaine. Il ne faisait pas partie des gens qui manifestaient. Il est malade, il a des problèmes mentaux. Elle a fait le tour des gendarmeries et des commissariats, sans succès. Elle n'a pas porté plainte, par peur et par manque de confiance en la justice de son pays. Nous, on n'est ni opposants, ni, je ne sais pas, de l'autre côté. On est juste des jeunes orphelins, voilà nos parents qui sont là, ils sont décédés.
on se débrouille dans la vie, chacun d'entre nous. Donc si on a tué notre petit frère ou si on lui a fait du mal, ce ne sera pas vraiment bien. Je sais qu'il est quelque part et qu'il va revenir, c'est tout. Marguerite n'est pas la seule dans cette situation. Lorsque nous sommes à Libreville, 70 familles affirment être sans nouvelles d'un proche. C'est au palais présidentiel, auprès d'Ali Bongo, que nous allons chercher des réponses. À l'heure actuelle, à la gendarmerie, à la police, il n'y a plus personne. D'accord. Alors ces disparitions restent inexpliquées. Je pense que les parents vont retrouver leurs enfants disparus, certainement. Mais pour l'instant, moi je vous dis que dans les camps, nous avons relâché à peu près près de 500. Et c'est seulement autour de 300 et quelques qui ont quelques soucis avec la justice. À Libreville, Marguerite vient d'apprendre la mort de son frère. Son cousin qui l'accompagne l'a identifié à la morgue, une balle dans le thorax. En France, des avocats commencent à réunir des preuves qu'ils transmettront à la Cour pénale internationale. De leur côté, les autorités gabonaises ont saisi la même cour pour les récentes violences.